Le cimetière de Verdelais est sûrement un des plus visités du département de la Gironde parce qu'il y a un personnage célèbre qui y est enterré, c'est Toulouse-Lautrec. Donc on va voir sa tombe, mais il y en a beaucoup d'autres qui méritent le détour et qui ont leur histoire personnelle aussi. Si vous voulez, je vous propose d'aller voir dans un premier temps le petit carré militaire de Verdelais, bon, qui est bien sûr moins impressionnant que l'alignement de croix de Verdun, mais donc ici reposent 6 soldats qui sont morts à l'hôpital militaire de Verdelais, un hôpital militaire de convalescence qui avait été installé dans les bâtiments communaux pendant toute la durée de la guerre de 14 à l'initiative du maire de l'époque, M. Honoré Campana. Donc, le plus souvent, les soldats étaient enterrés sur le lieu même de la bataille ou comme ici, de l'hôpital militaire où ils décédaient. Parfois, les familles demandaient le rapatriement du corps. À Verdelais, de mémoire, il y a eu 33 jeunes verdelaisiens qui ont été tués pendant la guerre de 14 et je n'en connais qu'un qui a été enterré à Verdelais. C'est le sergent Couret dont on va voir la sépulture. Ici repose le sergent Pierre-René Couret, mort pour la France le 26 août 1916 à Landrecourt, Meuse, à l'âge de 31 ans. Regret éternel, médaille militaire, croix de guerre. C'est un Verdelaisien qui a été tué dans la Meuse et dont le corps a été rapatrié ici. C'est une exception à ma connaissance. Ici, on est devant la tombe de Raymond Daricot, un professeur d'histoire qui a fondé, ou plutôt cofondé, avec le docteur Barès qui était maire de Verdelais et le père Van der Willem qui était un père mariste à l'époque curé de Verdelais, le petit musée d'art religieux de Verdelais. Donc, avec certains de ses collaborateurs, il avait réalisé une étude exhaustive, on va dire, de tout ce qui traînait dans la basilique et autour de la basilique, ex-voto, objets d'art divers. Et donc, devant l'importance de l'inventaire, il a proposé qu'on réalise ce musée, et ça a été fait. Donc on peut dire qu'il est l'initiateur. Avec lui repose Michel Lurton, qui a beaucoup fait aussi pour le musée de Verdelais. Il a été longtemps président de l'association qui gère le musée de Verdelais. Ici, on n'a pas une personne célèbre, en tout cas on ne la connaît pas, mais par contre on a une épitaphe qui mérite d'être lue et qui fait bien des envieux. Donc 6J, Pierre-Auguste Labonnotte, conducteur des ponts et chaussées, décédé le 29 octobre, probablement 1856, à l'âge de 38 ans. Il a été bon fils, bon époux et bon père. Il laisse sa famille inconsolable. Il a été le soutien du pauvre, le conciliateur des familles divisées, l'ami de tous ceux qui l'ont connu. Il emporte des regrets sincères et universels. Un de profundis, s'il vous plaît. Nous sommes devant la tombe de Génie de Bedman, qui est une religieuse de la doctrine chrétienne, qui est la fondatrice de l'orphelinat, ou de l'ancien orphelinat de Nazareth, à Verdelais, et qui est devenu maintenant un établissement spécialisé pour les travailleurs handicapés. Donc elle a fondé son école en 1862, donc qui accueillait des jeunes filles sans famille, et qui ressortaient en général avec un bagage intéressant qui leur permettait souvent de se marier et de fonder une famille. Elle est morte assez jeune, oui, elle avait 32 ans je crois, quelque chose comme ça. Alors la famille de Bedman était une famille de commerçants de Francfort qui s'était établie à Bordeaux, où ils ont été propriétaires du château Picon, qui est ensuite devenu un hôpital. Même on dit un asile pour dames. Ils étaient également propriétaires du château des Oliviers. Ils sont toujours propriétaires du château des Oliviers. L'ordre des religieuses de la doctrine chrétienne a été fondé par un prêtre de Bordeaux, l'abbé Soupre, qui compte parmi les miraculés de Verdelais. Nous sommes devant la tombe d'un ancien maire de Verdelais, François Rapin. J'aime bien la formule. Ici repose François Rapin, maire de Verdelais, endormi dans la paix du Seigneur le 3 mai 1913. Donc il est mort pendant son mandat de maire et c'est M. Campana, qui est un maire que tout le monde connaît à Verdelais, ou que tout le monde a connu à Verdelais, puisqu'il a été maire pendant 32 ans, je crois, d'avant la Première Guerre, donc avant 1914 jusqu'en 1945. Et donc c'est lui qui a succédé à Rapin. Voilà. Et son père, Pascal Rapin, avait été maire avant lui.
Voilà la tombe des religieuses de la Présentation de Marie, qui ont fondé une école à Verdelais en 1842, sous le nom d'École Sainte-Anne. Et on aperçoit l'immeuble où elles ont professé, on va dire, hein, jusque dans les années 1960. C'est la maison à toit pointu qui est là-bas, maison Sainte-Anne. Voilà, qui appartient aujourd'hui au diocèse de Bordeaux. Nous sommes devant la tombe de Madame Denise Sérafon, qui a été l'organiste attitré de la basilique Notre-Dame de Verdelais pendant, je crois, 62 années consécutives. Elle était disponible tous les jours. À l'époque des grands pèlerinages, là, elle venait n'importe quel jour de la semaine. Quand on avait besoin d'elle, on l'appelait, elle arrivait. Voilà la sépulture d'Auguste Gentieux, qui a travaillé, qui était un artisan maçon, tailleur de pierre à Verdelais, qui a érigé le monument aux morts de Verdelais en 1922, si ma mémoire est bonne, et puis qui a travaillé aussi sur la partie du sommet du clocher quand il a été restauré, donc après l'incendie de 1870. Donc il était assez fier de dire qu'il avait fait le poirier sur l'emplacement de la statue, voilà, pendant le chantier. Beati Mortus. Ah oui, Apocalypse, vous voyez, entre parenthèses. C'est une phrase de l'Apocalypse, vous voyez, Apoc, avec un point. Alors ici, c'est une des premières tombes du cimetière lorsqu'il a été fondé, puisque, vous voyez, comme vous voyez, on est tout à fait en bas. C'est la famille Lac de Bordon, du nom d'un des premiers maires qui était médecin ici à Verdelais. Depuis l'année, il s'est marié ici en 1830, il a eu 3 enfants et sa jeune femme est morte après le 3e, ce qui fait qu'il a élevé ses enfants tout en étant médecin de Verdelais et maire de Verdelais. Alors je ne sais pas pendant combien de temps, il faudrait regarder ça dans les archives. Et voilà la plaque de sa belle-fille, très jeune, qui est morte en 1931, décembre 31, et qui a fait don d'une maison à Verdelais à son neveu, qui était un grand blessé de la guerre de 14. C'est une tombe qui a hébergé quelques enfants Saintilles qui sont morts entre-temps. Une famille Lac, en réalité, originaire d'un petit hameau qui s'appelait Bordon. Et il y avait à côté un autre hameau d'un autre nom, ce qui fait que Lac de Bordon, c'était pour l'identifier par rapport à l'autre. C'est pas une particule. Ce n'est pas une particule. Une de ses filles s'appelle Berthe Lac de Bordon, qui a épousé mon grand-père. Ah d'accord. Voilà. Et mon grand-père a eu donc une série de 11 enfants dont nous sommes. Ah, ben voilà. Là, nous sommes devant la tombe des pères maristes de Verdelais. 25 d'entre eux ont été enterrés dans ce caveau. Bon, il faut dire qu'ils ont séjourné à Verdelais pendant 1 siècle et demi. Moi, personnellement, je me souviens des 2 derniers et de leurs obsèques, là, le père de Rouvray et le père Pélisson. Je me souviens aussi du père Itier, qui a été finalement le dernier enterré ici. Le père Paris, Alexis, visiblement, avait une fortune personnelle et il avait fait construire ce qui est devenu plus tard l'école Sainte-Anne, la maison qu'on voit juste en face, qu'il a ensuite léguée à la communauté des pères maristes quand c'est devenu possible. Voilà, quand une congrégation religieuse a pu à nouveau redevenir propriétaire. Ensuite, les pères maristes l'ont cédé au diocèse de Bordeaux. Là, voilà la tombe de M. Alix Dubourg, qui a été maire de Verdelais pendant 18 ans. Donc, il a pris les successions d'André Balade, qui lui-même avait succédé à M. Campana. Bon, c'est bon, on se fait sonner les cloches. C'était un propriétaire viticulteur qui avait, entre autres, il exploitait le château de Malagar qui appartenait à François Mauriac, mais il le faisait en fermage. Il a été fermier de Malagar jusqu'à ce que la famille Mauriac cède la propriété de Malagar à la région Aquitaine. Voilà la tombe de Madame Chrétien, qui était la grand-mère de Jean-Loup Chrétien, le célèbre astronaute, qui a fait un vol avec les Américains, au moins plusieurs, je crois, et puis avec les Russes aussi. Voilà, qui venait passer ses vacances quand il était enfant à Verdelais, chez sa grand-mère, laquelle nous faisait le catéchisme. Qui est morte à peu près quand? Madame Chrétien est morte au début, je pense, des années 80. Mais elle avait déjà quitté Verdelais à cette époque-là, elle avait revendu sa maison. Elle était originaire de Bretagne. Bon, il est venu récemment se recueillir sur la tombe de sa grand-mère.
Oui, Jean-Loup Chrétien évoque des souvenirs d'enfance à Verdelais, dans un livre qui a été édité il y a quelques années, sous le titre « Rêve d'étoiles », si je me souviens bien. Et il parle du coup de foudre qu'il a eu en quelque sorte pour l'instrument qu'est l'orgue, en l'entendant dans la basilique de Verdelais. Et par la suite, il est devenu lui-même organiste et il a fait des concerts. Je ne sais pas s'il en fait encore. Le tombeau des familles Desprin et Martin. Donc Desprin a été, on peut dire, le dernier meunier de moulin à eau sur le Galoucheil, au quartier de Lillois. Je pense que ce moulin a fonctionné jusqu'un peu après la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est la famille de Mademoiselle Mourousse, dont une partie de la famille était à la Croix des Missions, en bas de la côte de 2001. Et elle avait un magasin de chapelets, images verdelésiennes, à côté du 10, c'est-à-dire au 12 sur les allées. D'accord. Et elle était voisine de la famille Saintilly qui était là, au 10. Voilà. Alors voilà la tombe de Toulouse-Lautrec, Henri de Toulouse-Lautrec, Montfat, pour être complet. Alors pourquoi il est enterré à Verdelais? Ben parce que tout simplement sa mère avait acheté une propriété pas très loin d'ici, une propriété viticole, qui s'appelle le château de Malromé. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'elle l'avait acheté pour sa proximité avec le sanctuaire de Verdelais. Elle l'écrit à une de ses cousines dans un courrier dont on a la copie dans les archives de la mairie de Verdelais. Donc quand Henri de Toulouse-Lautrec est mort en 1901, elle l'a d'abord fait enterrer, puisqu'elle n'avait pas de concession à Verdelais, bien sûr, puisqu'elle n'était pas domiciliée à Verdelais. Elle l'a d'abord fait enterrer dans le cimetière de Saint-André-du-Bois, dans le caveau des anciens propriétaires de Malromé. Et puis quelques années après, donc elle a acheté une concession, parce qu'elle voulait que son fils repose près du sanctuaire de Verdelais et elle-même pensait un jour l'y rejoindre. Donc elle a acheté cette concession qu'elle a fait aménager avec la croix occitane des comtes de Toulouse, les origines de la famille Toulouse-Lautrec. Et donc c'est une tombe qui est très très visitée. Il y a des centaines de visiteurs qui viennent la voir, qui viennent quelquefois exprès à Verdelais ou qui profitent d'être en pèlerinage à Verdelais ou de passage à Verdelais pour voir la tombe d'une personne célèbre. Alors, donc avec lui, donc, qui est mort en 1901, repose sa mère, la comtesse Adèle Zoé Tapier de Céléran. Et puis également l'employée de maison qui s'appelait Adeline Cromont et que Toulouse-Lautrec appelait sa petite souris grise. Voilà. Alors ça, c'est un rite nouveau, c'est des gens qui posent des cailloux. Un jour, j'ai trouvé une petite bouteille de vin rouge comme on donne dans les avions, vous savez. Là, et donc c'était sur une ligne, je ne sais plus quoi, enfin, d'Amérique du Sud. Et puis les gens l'avaient posé là-dessus. Probablement parce qu'on connaissait un peu le penchant de Lautrec pour la bouteille. Mais là, c'est pris comme un porte-bonheur. Je ne sais pas du tout. Là, je ne comprends pas la signification de ces cailloux. Souvent, les gens emportent plutôt quelque chose en souvenir, et là, il semble qu'ils en amènent. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, parce que apparemment, ce ne sont pas des cailloux qui sont ramassés dans le cimetière. C'est depuis 2-3 ans, on voit ça. Alors, il faut de temps en temps y donner un coup de balai, quoi. Sinon, ça serait un tas de gravier. Voilà un exemple de vandalisme nouveau. Donc, vous voyez sur cette stèle, tout à fait au sommet, sur le socle en marbre, il y avait un buste en bronze de Cazenave, ex-instituteur, officier de l'instruction publique, et donc ses élèves et ses amis, en fait, qui s'étaient cotisés pour payer ce buste. Et donc il a été misérablement volé par des gens sans scrupules qui l'ont vraisemblablement revendu dans un vide-grenier peut-être, ou qui sait quoi, mais peut-être au prix du bronze. C'est vraiment dommage. De nos jours, c'est les pompes funèbres qui font tout. Mais autrefois, c'était les voisins qui portaient le mort. Et je peux vous dire que porter quelqu'un là en haut, quand vous posez, vous en avez marre.